Vous avez juste l'accès à la plateforme de 20 minutes, c'est ça? C'est 40 minutes, mais on était venus en avance. Ah, OK, je comprends. Je comprends. Avoir su, j'aurais pu vous envoyer un lien parce que moi, j'ai le service sans limite de Zoom à l'université ici. C'est pas grave. Éventuellement, il faudrait se connecter un peu avec les professeurs. Ça fait longtemps que je veux le faire, là, mais avec les professeurs à Sainte-Anne pour que les étudiants de Sainte-Anne viennent faire des tours ici à l'université. Pour ceux à qui ça intéresse, la génétique, la biologie moléculaire et tout ça, là, venez voir ce qu'on fait ici. On opère un centre qui s'appelle le Centre de recherche en biologie synthétique. C'est un terme un peu drôle, mais on est rendu au point aujourd'hui où on peut, comme je disais, programmer l'ADN pour toutes sortes de fonctions intéressantes. Alors, c'est ce qu'on fait, nous, finalement. On est comme un institut ici qui programme l'ADN pour développer des nouvelles fonctions qu'on ne retrouve pas en nature. Alors, ce qu'on fait, c'est de la génétique à 100 000 à l'heure, sans réaction. Ben, en secondaire 5, on a une semaine de stage. On peut choisir aller où on veut. Ah, OK. Je ne savais pas. Ma fille a pas en sciences, alors je l'ai suggéré à plusieurs reprises, mais ça s'est pas donné. Mais ce serait intéressant s'il y a des étudiants de Sainte-Anne qui veulent venir faire un tour aussi. Il n'y a pas juste moi, là, il y a plein de professeurs. On est souvent c'est des étudiants au cégep. On a des étudiants de Vanier, on a des étudiants c'est quoi le gros cégep anglophone? Marinopolis. Puis on a aussi, en tout cas, on a plein d'étudiants au cégep qui viennent faire des stages constamment ici. Je pense qu'ils aiment beaucoup ça. Donc, on a comme préparé quelques questions pour vous donner. OK? Comment, comment est-ce que vous avez assemblé l'équipe? Parce qu'il y a des gens en Californie, puis genre, il y a des gens au Québec. Oui. Ouais, ben, normalement, de la façon que ça se fait, les collaborations en sciences, c'est ben, des fois, les problèmes sont tellement gros et complexes qu'on ne peut pas, chaque chercheur ou laboratoire de recherche ne peut pas avoir toute l'expertise nécessaire. Alors, quand tu démarres un projet, tu dis, ah, voici nos besoins d'expertise ou de connaissances. Puis là, ben, tu vas rejoindre le monde qui ont ces expertises et connaissances-là. Alors, John Duber, qui est le professeur à l'Université de la Californie en Berkeley, c'est quelqu'un avec qui j'avais travaillé dans le passé, qui a vraiment des connaissances et de l'expertise complémentaire à ce qu'on fait. Alors, ce n'est pas la première fois que je travaille avec John. Alors, en général, c'est comme ça. On démarre un projet, on détermine quelle connaissance, quelle expertise qu'on a besoin, puis on va chercher ce monde-là par après pour monter une équipe. C'est très commun en recherche. Est-ce que vous pouvez décrire genre, des problèmes que vous avez rencontrés en essayant de genre, trouver la levure et la plateforme? Oui, on a eu des problèmes intéressants. Fais juste imaginer un peu. Des fois, ce que tu fais, c'est ta manipulation génétique que tu fais. Alors, on a mis des gènes, on a fait toutes sortes d'affaires à la levure. Puis, la levure n'aimait pas ça. Alors, c'est vraiment toxique. Puis, souvent, la levure, on n'était pas capable de la cultiver. Elle mourait dans les conditions de laboratoire. Alors, ça a été un des problèmes importants qu'on a eu, c'est de maintenir une levure puis une culture en vie. Puis de ne pas la tuer. Mais c'est ça, on a contourné le problème éventuellement. C'est vraiment c'est un programme ou un projet de recherche typique où on a eu toutes sortes d'embûches. Et puis, comme en recherche, il faut identifier les problèmes, développer des idées, des hypothèses pour contourner le problème, puis éventuellement arriver à ton but. Alors, la molécule en question qu'on produisait était toxique à la levure. Alors, il a fallu contourner ça un peu. J'ai une question. Oui, Est-ce que vous trouvez que ça a valu la peine de travailler pendant 10 ans pour faire une découverte ou non? oui. Mais c'est Oui. comme ça en recherche, oui. En recherche, il faut être patient. Puis souvent, c'est le produit d'une carrière complète que tu regardes en arrière, tu te dis, wow, c'est fantastique. Mais souvent, c'est des petits, euh, des petits buts un après l'autre que tu empiles. Parce que finalement, regarde ce que je fais, moi, puis ce serait le fun qu'on monte en haut, mais
dans le laboratoire de recherche, alors, c'est plein d'étudiants. C'est pas moi qui ai fait ça. Alors, c'est plein d'étudiants qui sont dans le labo, des étudiants gradués, alors des étudiants au bac, à la maîtrise puis au doctorat. Et puis, vu que c'est sur un espace de 10 ans, c'est plusieurs étudiants, un après l'autre, puis ils ont chacun fait un petit bout de chemin. Alors, on est parti au projet. Ah, toi, tu vas de ce bout-là à ce bout-là. Cet étudiant-là, il a dit, ah, j'ai atteint mon but, il part, il gradue. Un autre étudiant arrive en arrière, prend la relève. Alors, c'est comme ça que ça se fait un peu la recherche. C'est comme ça continue un projet après l'autre, mais chaque personne contribue un petit peu à la chose. La seule personne qui est là constamment, c'est moi. Puis tout le reste du monde rentre et sort dans le labo au fur et à mesure qu'ils avancent dans leurs études. Mais comme de fait, il faut être patient. Quelqu'un qui recherche en anglais, il appelle ça le instant gratification, le succès immédiat. Là. La recherche, c'est peut-être pas la bonne place pour eux. Autre question? J'essaie de trouver une façon de formuler. Parce que je sais que vous avez toujours. Est-ce que c'était toujours le but d'avoir cette, cette genre de base pour faire plein de médicaments? Oui. Et comme. Je fais ça depuis longtemps, finalement. Je n'ai pas parlé de cet exemple-là, mais j'ai commencé dans cette direction-là il y a plutôt longtemps de ça. Le premier médicament qu'on a visé, c'était un médicament contre la malaria. Alors, on a commencé ce projet-là au début des années 2000. Et puis, c'est la Fondation Gates, c'est Bill and Melinda Gates, qui avait supporté notre projet de recherche pour trouver une façon alternative de produire le médicament contre la malaria. La façon alternative, c'est surtout une façon à plus grosse échelle qui coûte moins cher. Hein. Parce que les médicaments contre la malaria, dans les pays en développement, il ne faut pas que ça coûte cher, puis il faut en avoir beaucoup. Alors, le premier projet de recherche, ça a été de produire une molécule qui s'appelle l'artémisinine, qui est une molécule qui vient d'une plante. Puis, on a été capable de développer un projet où on avait les gènes de la plante, encore une fois, chez la levure. Et puis, la levure a produit cette molécule-là, l'artémisinine, qui est maintenant un procédé qui a été monté à échelle par une compagnie pharmaceutique qui s'appelle Sanofi. Et puis, ces médicaments-là, ils ont créé des millions et des millions de doses qui sont vendues en Asie et en Afrique pour aider le monde là-bas. Alors, c'est vraiment une continuité de ce genre de projet-là où il y a des molécules qui viennent des plantes qui ont une très grosse valeur médicale. Et puis, nous, on cherche des façons alternatives de les produire pour toutes sortes de raisons, durables, moins chères, plus gros volume, etc., etc. Vous avez mentionné la molécule toxique, c'est genre le THIQ au complet? Ou... Oui, ben c'est une question complexe. Pour se rendre jusqu'au THIQ, à partir du sucre, de glucose, jusqu'au THIQ, il y a une quarantaine de molécules par lesquelles on passe. Puis certaines des autres étaient toxiques, puis certaines ne l'étaient pas. Finalement, c'est ce qui a rendu le projet un peu complexe, parce que le THIQ n'est pas si toxique que ça, mais certaines molécules juste avant le THIQ sont très toxiques à la levure. Alors, quand on construisait tout ça, là, les voies de biosynthèse, les gènes, de temps en temps, on avait des problèmes, puis là, il fallait identifier quelle molécule était toxique, puis pourquoi c'était toxique. Donc, dans le fond, il y avait beaucoup d'essais-erreurs. Oui, oui. Puis c'est vraiment, c'est drôle, j'ai parlé un petit peu de l'intelligence artificielle. L'idée de la biologie synthétique puis de l'intelligence artificielle, c'est que jusqu'ici, quand on fait du génie génétique, on manipule l'ADN, on crée toutes sortes de trucs. C'est un petit peu broche à foin. On s'essaye souvent, on manque, ça réussit, on se réessaye. C'est fait un peu ad hoc là, en essai et en découverte. L'endroit où on essaie de se rendre en ce moment, c'est avec l'intelligence artificielle et puis ce qu'on appelle le big data, c'est d'être capable de développer des designs génétiques qui vont nous permettre d'aller plus directement en but en faisant moins d'erreurs. Alors, comment on fait ça? Bien, là, c'est vraiment complexe, mais si tu génères plein d'informations, disons, sur toutes sortes de design génétiques, il y en a qui fonctionnent, il y en a qui ne fonctionnent pas, ton logiciel va te permettre d'apprendre, en anglais, il appelle ça le machine learning, d'apprendre quel design génétique fonctionne et quel design génétique ne fonctionne pas. Si tu fais ça assez souvent, à grande échelle, éventuellement, tu vas pouvoir simplement poser la question
à ton logiciel, design-moi quelque chose qui va faire tel truc. Puis il va y avoir assez d'informations dans le logiciel, assez de connaissances qui va être capable de donner une réponse qui va être fonctionnelle à plus haut pourcentage. Alors, c'est vraiment le but, c'est de se rendre là avec le moins d'erreurs possible en chemin. Mais comme de fait, tu as 100% raison, c'est beaucoup de... En anglais, on appelle ça le trial and error. Là. On en a fait du trial and error, pas à peu près. Mais comme je te dis, la raison pour laquelle ça prend de moins en moins de temps, c'est justement ça. On apprend par nos erreurs. On apprend quel design fonctionne, quel design ne fonctionne pas, puis ça nous permet de ne pas faire ces erreurs-là dans le futur. J'ai une question par rapport à... Vous avez mentionné machine learning, Oui. mais souvent, il y a de l'optimisation derrière. Est-ce que vous avez optimisé au maximum la production de levure ou elle pourrait être, genre, au lieu d'avoir 30 interactions entre le glucose et le THQ, on pourrait réduire à 10 ou 20? Oui, il n'y a aucun doute. Nous, c'est vraiment ce qu'on vient de faire, c'est le premier essai, le premier succès. Mais il n'y a aucun doute que notre premier succès peut être amélioré où on va être capable d'avoir un système plus productif, plus rapide, moins complexe, etc., etc. Il n'y a absolument aucun doute. C'est une très bonne question, ça. Et puis finalement, on s'en va un petit peu dans cette direction-là, où est-ce qu'on a fait tellement de design et d'erreurs et de succès que là, on est capable de prendre cette information-là, puis se rendre au prochain design qui, on espère à ce moment-là, va être meilleur. Oui. Il y a un terme qu'on utilise beaucoup dans notre domaine, c'est les ingénieurs travaillent beaucoup comme ça. C'est un genre de un cycle qui appelle. Fais juste imaginer, disons, je donne sur l'exemple d'un avion ou d'un pont, quelque chose dans ce genre-là. Tu as un ingénieur qui veut designer un pont, disons. Alors, la première chose qu'il fait, c'est qu'il s'assoit puis il fait un dessin, un croquis de son pont. Alors, c'est le design de son pont. Après ça, il y a l'étape où il construit son pont. OK? Puis après ça, il teste son pont. Puis là, tu vois toujours les compétitions d'ingénieurs. Qui construit le meilleur pont? Mais tu as le design, tu as la construction, tu as le test. Là, ton pont va être fonctionnel ou va performer jusqu'à un certain point. Alors, on appelle ça le design, le build en anglais ou la construction, le test. Puis la quatrième étape, c'est ce qu'on appelle le learn ou l'apprentissage. Alors, chaque fois que tu fais un cercle autour, tu fais design, construction, test, apprentissage, le prochain design qui est meilleur, la prochaine construction, le prochain test, le prochain apprentissage. Puis chaque fois que tu fais un tour autour du cercle, tu améliores vraiment ton design et ta construction. Puis tu obtiens toute son information que tu peux utiliser par la suite pour raccourcir le nombre de cycles par lesquels tu passes. Alors, c'est ça qu'on fait finalement. On s'assoit, mais au lieu de faire des ponts, on fait des organismes vivants. C'est à peu près ça. C'est le génie génétique ou le génie moléculaire au lieu de faire le génie civil ou le génie mécanique ou le génie électrique. Et donc, j'imagine que c'est pas totalement prêt pour genre sur le marché maintenant, mais dans le futur, est-ce que vous allez, genre, comment vous allez vendre les médicaments que vous allez créer? Ouais, ça, c'est un système assez complexe, hein, parce qu'il y a déjà des compagnies pharmaceutiques qui produisent et qui vendent ces médicaments-là. Alors, nous, le but, c'est vraiment de permettre à ces compagnies-là d'accéder à de technologies, puis c'est eux autres qui vont produire puis vendre les médicaments. Ça ne se passe pas à l'université. Alors, on irait voir une compagnie pharmaceutique, on leur démontre qu'on a une technologie supérieure qui a une certaine valeur ajoutée à leur compagnie. Ils disent oui, vous avez raison, ils prennent la technologie chez eux, ils produisent les médicaments puis ils les vendent. Alors, les étapes par la suite, après la recherche, la découverte de base puis la recherche universitaire là, de base, monter ça à l'échelle, puis la production, puis la vente, ça se fait vraiment dans des milieux plus établis. Là. Donc, ça, c'est après que vous avez genre bien établi le programme qui est Oui, alors on est déjà en discussion avec quelques compagnies qui ont démontré de l'intérêt. Alors, ces compagnies-là vont potentiellement prendre la technologie, la tester, l'évaluer, l'améliorer potentiellement. Éventuellement, on espère que ça va se ramasser sur le marché. Il y a aussi des compagnies qui compétitionnent aussi déjà. En passant à la même chose, vous entendez beaucoup parler du cannabis ces temps-ci, je suis certain, qui est rendu légal. Mais croyez-le ou non, il y a plusieurs compagnies en Amérique du Nord qui sont en train de créer des levures qui produisent les mêmes molécules que le cannabis.
OK, alors, ils appellent ça les cannabinoïdes, le THC, le CBD, le CBG. C'est les molécules qui ont vraiment un aspect médical ou qui ont un effet biologique. Alors, il y a une compagnie ici même à Montréal qui est en développement en ce moment pour faire l'ingénierie de levure, la même levure que la mienne, pour produire les mêmes molécules que la plante de cannabis. Alors, l'idée est la même finalement, c'est qu'au lieu de consommer du cannabis, la plante même, on serait capable d'avoir les mêmes effets, les mêmes bénéfices en consommant pas nécessairement la levure, là, mais en consommant le produit de la levure, sans être obligé de faire pousser les plantes puis consommer la plante même. C'est l'idée. Comment est-ce que vous vous sentez autour de, genre, nous en train d'écrire un article sur votre projet? Oui. Comment, excuse, répète la question, excuse. Genre, comment vous vous sentez? Est-ce que vous aimez être reconnu ou, genre, Oh, honnêtement, la reconnaissance, c'est pas quelque chose que je recherche. C'est toujours bien d'être apprécié pour ce qu'on fait, mais c'est vraiment pas pour ça que je le fais. Honnêtement, souvent, j'ai plus de plaisir à discuter avec du monde comme vous que de vendre ma salade en avant du public. C'est ça, on ne le fait pas on le fait pas pour les prix, on le fait parce qu'on aime ça. Finalement, moi, je le fais parce que ça a une valeur à la société en général. Tout le monde va bénéficier de ça au bout de la ligne. je voulais juste dire, genre, parce que personne, j'imagine, dans quelques ans, personne va parler de Monsieur Vincent Martin spécifiquement quand ils sont comme, ah oui, ma morphine ici, créée par lui. Non, c'est ça. Non, il n'y aura pas ça ne sera pas comme une petite bouteille avec mon visage sur la bouteille, ça, il n'y a aucun doute. Mais tu sais, je reviens un peu au projet sur l'artémisinine. Quand on a démarré le projet, à un moment donné, c'est comme vous venez de sauver, je ne sais pas, moins de 3 millions de vies cette année. Ben là, c'est assez comme impact. Je n'ai pas besoin que mon nom soit là-dessus. Alors, c'est plus pour ça qu'on le fait en général, là, en recherche. On est tous des mordus de recherche, puis on le fait pour sauver l'environnement, pour aider la santé du monde, pour aider la société en général. Mais de mon côté, ce que je viens de vous expliquer là, je suis à peu près certain que vous n'aviez jamais entendu parler de quelque chose de ce genre-là. La population en général, quand je parle à mon oncle ou à ma mère ou à mon voisin, puis je leur explique ce que je fais, ils pensent que c'est de la science-fiction. Je pense que le message important à comprendre ici, c'est que l'ADN, maintenant, aujourd'hui, là, on est capable de séquencer des génomes comme ça pour quelques centaines de dollars. Et non seulement ça, mais on est capable de manipuler les génomes de façon assez avancée pour coder puis modifier les organismes de la façon qu'on veut. Alors, c'est vraiment ça, puis c'est là où on s'en va. Hein. Vous le voyez, vous avez sûrement déjà parlé de CRISPR dans votre classe. Vous n'avez pas parlé de CRISPR? Ah non. Vous réalisez qu'il y a une technologie. En anglais aujourd'hui, on vient de lire. De quoi? Ah oui, CRISPR en Ouais. anglais? C'est une technologie pour modifier le génome humain. Alors, ce qu'on appelle les designer babies, puis tout ça, là, on est à la porte de ça aujourd'hui. Toutes les maladies génétiques incurables, on est possiblement sur le point d'être capable de... C'est déjà en clinique, alors il y a déjà des tests pour le monde qui perd la vue. Il y a des tests pour toutes sortes de maladies. L'autre, c'est les maladies rares souvent. Là. Alors, on est capable maintenant de rentrer dans le génome humain puis modifier le génome humain de façon très, très, très précise. Alors, là, c'est toute l'humanité en général qui est affectée, vous et moi. Alors, c'est pas quelque chose... ça a l'air science-fiction, fantasmagorique un peu, mais c'est vraiment à notre porte aujourd'hui. C'est vraiment avancé. C'est tout? C'est bon? Ben, je pense que c'était les dernières questions. Ben, j'aimerais vous remercier pour votre temps. Hein. Ça fait plaisir n'importe quand. Si quelqu'un je vous dis, si ça vous tente, un de vous, là, vous avez mon adresse courriel, toute la gang. Maintenant, si ça vous intéresse de venir faire un tour à Concordia, laissez-moi savoir. Et vous êtes les bienvenus n'importe quand. Sauf qu'il va amener votre masque. Ah oui. On est toujours actifs ici. Les étudiants sont dans les labos pour faire de la recherche toute l'année. Ça marche? Et bonne chance avec votre projet. Là. Merci. C'est beau. Merci. Passez une bonne journée. Bonne fin de journée. Bonne journée.
Mais si jamais on a quelque chose qu'on n'est pas sûr, est-ce qu'on peut quand Oui, oui, même vous oui. écrire? Oui, Anna. Si faites déjà votre rapport ou tout ça, là, je ne sais pas quel est votre projet. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me relancer ça par courriel, il n'y a pas de problème. C'est bon? Merci, au revoir. Merci. Bonne fin de journée. Est-ce qu'on va sortir? On No, fait. I have to end the OK. call.